Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, on s'intéresse à la formation en ligne. Internet nous permet de développer toutes sortes de compétences, mais est-ce que c'est simple et pratique de se former tout seul devant son ordinateur ? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec mon co-animateur Abdel Amrani. Si le sujet vous intéresse, je vous laisse mettre votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche, et c'est parti. Bon Abdel, aujourd'hui on parle d'apprentissage sur Internet et particulièrement sur YouTube, mais on va s'étendre à d'autres sites évidemment pendant l'épisode. Mais j'avais d'abord une première question, c'est comment est-ce que toi tu as appris ton métier ? Mon métier actuellement en fait c'est un peu bizarre. En fait j'ai été engagé sur des compétences plus reliées au génie logiciel. Et je suis arrivé dans une boîte qui avait vraiment une spécialité en fait, c'était le broadcast. Le génie logiciel ou le développement logiciel ou coder ou peu importe, en fait c'était c'était pas une fin en soi, c'était plus un outil pour justement réaliser des workflows et des use cases qui sont reliés au broadcast. Donc j'ai appris tout ce qui... Je suis rentré dans cette boîte, je connaissais pas du tout rien dans le broadcast. J'avais des connaissances en networking, bien évidemment. Et après, c'était juste assimiler des concepts avec le domaine du broadcast, apprendre des nouveaux vocabulaires, des nouveaux standards, commencer à développer des nouveaux standards. Et puis, franchement, je trouve qu'en 4 ans, j'ai énormément appris sur le sujet, quoi. Ok. Et donc, comment est-ce que tu as appris les connaissances qui te manquaient pour ton métier ? Ce qu'on appelle du peer-to-peer avec des collègues qui, eux, maîtrisaient très bien le sujet. Et puis, tu sais, quand tu es nouveau dans une équipe, les gens te prennent en charge, t'expliquent un peu c'est quoi les bases. Après, bien évidemment, il faut que tu fasses le travail d'aller chercher l'information, apprendre un peu plus. Donc là, du coup, c'était des ressources internes. Tu sais, on avait des formations, on avait des pages de documentation. Donc, aller lire tous ces trucs-là, écouter les gens, poser des questions. Il n'y a pas de questions stupides. Au début, les gens peuvent se dire lui il connaît pas le broadcast avec cette question là, mais posez toutes les questions nécessaires, les gens vont vous répondre. Je pense pas que les gens vont vous juger sur les premiers jours, les premiers mois quand vous commencez une carrière avec un sujet que vous maîtrisez pas forcément. Après, comme j'ai dit, c'était pas un critère de recrutement. On m'avait demandé est-ce que tu connais bien le networking. Ils voient que j'ai 2 diplômes d'ingénieur, donc ils se disent la personne serait capable d'apprendre par elle-même, on n'aura pas besoin d'être derrière pour lui dire exactement quoi faire. Et puis ça, c'est un autre volet qu'on peut aborder. Qu'est-ce qu'on apprend en fait avec nos diplômes officiels d'université, école de commerce, école d'ingénierie et ainsi de suite. Donc, tu as appris pas mal grâce à tes collègues en faisant tes recherches et en demandant des conseils. Mais est-ce que tu as fait recours à Internet pour apprendre des choses, pour te mettre à jour sur certaines choses ? Et est-ce que tu le fais encore ? Malgré les 4 années que tu as déjà passées dans ton entreprise, à ce que j'ai compris, est-ce que tu vas encore chercher des informations et t'éduquer, entre guillemets, ou pousser tes compétences grâce à ce que tu vas trouver en ligne ? Énormément. Je l'ai fait énormément au début parce que c'est pas tous les concepts qui sont expliqués en fait sur les pages de documentation ou sur les présentations dont j'avais accès. Mais oui, je suis allé voir des vidéos YouTube parce qu'à l'époque, on avait un partenariat avec Cisco et puis c'était ça le sujet principal. Donc, je suis allé regarder un peu, m'informer sur les nouvelles technologies que Cisco proposait, c'était quoi les protocoles utilisés. Il y a des protocoles que je connaissais pas du tout, donc j'ai dû aller lire des vidéos YouTube, c'est quoi OSPF. Mais là, on parle il y a quelques années en arrière. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre ce que ça voulait dire, tous ces protocoles, à quoi ils servaient. Et puis, encore une fois, faire le lien avec des choses qu'on connaît et pour que les concepts soient plus... qu'on puisse les assimiler plus facilement, en fait. Aujourd'hui, pas par rapport au broadcast. Je vais chercher j'utilise énormément YouTube pour apprendre des trucs, que ce soit des trucs du quotidien, là, apprendre comment... des trucs stupides comme installer des étagères ou des trucs comme ça. Ouais. Mais il y a quelques années, quand j'avais fini mon diplôme en génie logiciel, en fait, j'avais touché seulement au sujet de data science, tout ce qui est machine learning. Et j'étais fasciné par le sujet et je voulais apprendre un peu plus. C'était pas couvert dans mon diplôme, c'était un peu plus spécialisé.
Je voulais apprendre là-dessus. Donc, je voulais commencer par des langages que je connaissais pas comme Python. Je maîtrisais des langages comme le C, C++, Java, et puis autres langages fonctionnels. Et puis, j'ai commencé à faire du Python parce que c'est ce que les gens utilisent majoritairement, en fait, pour faire du machine learning. Donc, je peux te dire que Python, ça, j'avais une chaîne, je pense la chaîne s'appelait Moshi. Moshi Code, quelque chose comme ça. C'est un gars qui était très structuré, des vidéos qui sont super cool, très courtes, très précises. Et bien évidemment, encore une fois, il faut que tu aies un peu une base pour que tu puisses avancer rapidement. Parce que si tu dis je vais apprendre Python mais tu n'as jamais appris aucun langage de programmation, ça va être un peu plus compliqué. Donc ouais, je pense que YouTube est définitivement une source d'information incroyable pour apprendre des nouvelles technologies ou développer des nouvelles compétences. Mais est-ce que tu penses quand même on peut partir de zéro vraiment et tout apprendre grâce à YouTube notamment? Ou est-ce que c'est vraiment un complément d'information que tu vas aller chercher en plus d'une formation classique ou d'une formation plus professionnelle que tu vas acheter en ligne? Ou vraiment, où tu penses que ça se suffit à lui-même et que YouTube, tu peux vraiment que consulter des vidéos et apprendre de A à Z un métier, par exemple? Je pense que ça dépend du métier que tu veux apprendre. Moi, je fais la distinction entre les métiers un peu, on va dire, standard, où est-ce que tu fais partie d'un ordre professionnel, puis ça prend une base en ingénierie ou une base en administration des affaires, par exemple, les gens qui sont plus en administration des affaires. Et tu as les métiers qui sont créatifs. Donc, dans les métiers créatifs, moi, j'inclus le développement logiciel parce que c'est vraiment de la création, du montage vidéo. Ça, c'est du créatif. Faire du dessin, faire de la musique, apprendre un instrument pour être capable après de justement enseigner ces instruments-là. Je pense que ça, c'est du créatif. Le créatif, en fait, tu n'as pas de limite dans le sens où tu es créatif ou tu ne l'es pas et par la suite, tu vas juste aller chercher des petites techniques qui vont permettre d'améliorer un peu la qualité de ce que tu produis. Encore une fois, que ce soit du dessin, que ce soit de la production vidéo, que ce soit de la production sonore ou peu importe. Et je pense que YouTube peut permettre ce genre de choses. Donc, ces gens-là peuvent apprendre. Par exemple, du développement logiciel aujourd'hui, il y a très peu de compagnies, en tout cas, du moins en Amérique du Nord, qui demandent des gens avec des diplômes d'ingénierie pour être capables de faire du code. Ça s'est beaucoup démocratisé. La demande est forte, ce qui fait que les gens qui ont des diplômes, ils sont tous engagés. Donc là, il y a besoin de plus de gens. Donc les gens vont chercher des gens qui ont un portfolio, qui ont fait un jeu vidéo, qui ont développé un logiciel chez eux et qui... je donne un exemple. Moi, demain, si quelqu'un m'envoie un portfolio, est-ce que j'ai développé un jeu vidéo ou un logiciel, je vais l'inviter à une entrevue, on va en parler, on va discuter de son jeu vidéo pour comprendre si la personne a bien assimilé tous les concepts nécessaires justement pour être développeur. Et par la suite, lui apprendre des trucs spécifiques à l'entreprise ça, c'est des choses qui s'apprennent avec le temps. C'est pas quelque chose qui est très difficile à former les gens là-dessus. Du moment que tu as des gens qui ont cette envie-là d'apprendre, qui vont chercher par eux-mêmes, qui n'ont pas toujours attendre que leur supérieur soit derrière pour leur dire quoi faire. Tu vois, c'est ce genre de qualité-là. Ok. Après, il y a aussi une question, je pense, de motivation ou d'état d'esprit quand on dit se former sur Internet. Parce que qui dit se former sur Internet, c'est-à-dire on se retrouve tout seul devant son ordinateur à devoir écouter une vidéo ou quelqu'un qui va te parler d'un sujet sans avoir d'interaction, sans avoir de collègues ou camarades autour de toi qui vont apprendre la même chose. En fait, il faut vraiment se motiver, quoi. T'as pas d'interaction, tu peux pas poser une question et avoir un retour directement. Voilà, il manque ce côté interactif que tu vas avoir quand tu as une formation en présentiel. Est-ce que tu penses que... quel conseil tu pourrais donner aux gens qui ont du mal à se concentrer et à être focus sur une tâche ou sur une chose devant leur ordinateur? En fait, je pense qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui apprennent juste parce qu'ils veulent développer des compétences, mais que c'est pas forcément nécessaire
tous les jours. Je veux dire, ils vont pas perdre leur emploi si ont pas cette compétence. Donc, du coup, c'est là où tu vas le défi de un peu plus avoir un peu plus de rigueur, être un peu plus régulier sur les cours, faire les exercices qui viennent avec. Et t'as ceux qui sont dans cette situation où est-ce que ils n'ont pas le choix que de réussir, que d'apprendre pour réussir. Ce qui fait que eux, je pense qu'ils vont se mettre cette pression là par eux-mêmes. Et ils vont développer cette rigueur, ils vont se donner des objectifs et puis aller chercher justement le matériel qui va leur permettre de réaliser ces objectifs. Mais globalement, il n'y a pas de secret. Il faut définir ses besoins, qu'est-ce qu'on veut apprendre, pourquoi on veut l'apprendre, parce que des fois on va apprendre des technologies alors que on n'en a pas forcément besoin. Ça, on le voit beaucoup dans le domaine de la technologie. Les développeurs ou les ingénieurs globalement, ils ont cette tendance à vouloir apprendre tout ce qui est nouveau, tout ce qui est cool, et oublier les bases, parce que souvent les projets en développement logiciel prennent beaucoup de temps parce que on essaye des nouvelles technologies parce que c'est cool, parce que ça vient de sortir, au lieu de toujours partir du le concept KISS qui veut dire ça me revient pas là tout de suite là, mais on en parlera un peu plus tard quand ça va me revenir. C'est juste keep it simple and stupid. Donc, juste simple et stupide, et tu peux réaliser des trucs incroyables au lieu de toujours vouloir aller chercher des nouvelles technologies. Donc là, pour revenir à la question, je pense que la rigueur vient avec la pression qu'on va se mettre à soi-même. Donc ça peut être je vais réserver une plage horaire dans la semaine où est-ce que je vais faire ma vidéo, ou est-ce que je vais lire ma vidéo pour apprendre quelque chose en particulier, après réserver une autre plage horaire pour justement faire des exercices, pratiquer. En fait, la pratique est la base de l'apprentissage. Donc apprendre, tout le monde est capable d'apprendre, faut avoir une rigueur en fait en termes de pratique. Et quand on pratique, on maîtrise son sujet, et plus on pratique, plus on devient maître de son sujet, et plus on peut développer d'autres connaissances. En fait, il y a apprendre et commencer à faire des choses nouvelles. Donc je vais apprendre une technique, pas juste pour répéter quelque chose qui existe, mais pour être capable de créer quelque chose de nouveau, m'ouvrir l'esprit sur des choses que je connaissais pas, et que je laisse parler mon côté créatif, que je puisse faire d'autres choses encore inattendues en fait. Je sais pas si c'était très clair, je sais que c'est pas très évident ce genre de sujet, mais en fait moi je le comparais aussi aux salles de sport. Alors ça n'a rien à voir parce que du coup on n'est plus sur internet, mais juste le fait de se dire je m'inscris à une salle de sport, mais c'est juste pour rester en bonne santé, j'ai pas forcément besoin de perdre beaucoup plus de poids que ça, mais c'est juste pour garder une bonne santé. Mais si t'as pas de coach, si t'as pas de leçon en particulier ou t'as un rendez-vous où tu dois y aller, au bout de 2 semaines, tu vas arrêter d'aller en salle de sport. Alors que si t'as un cours particulier auquel tu t'inscris, où tu dis à ton prof ou à tes collègues, je viens de telle heure à telle heure faire du sport, là tu vas y aller. Tu vois ? Mais c'est un très bon exemple. C'est quand t'en as vraiment besoin, et quand aussi t'as vraiment besoin de perdre du poids parce que tu te trouves trop gros, et ben là, on va dire que c'est pas une souffrance, mais quasiment, tu as vraiment besoin de changer quelque chose. Comme tu disais, tu as vraiment besoin d'acquérir une nouvelle compétence pour ton métier. Et ben là, tu vas vraiment te motiver pour aller à la salle de sport. Alors que si c'est juste pour rester en bonne santé, mais que tu n'en as pas vraiment besoin, ben là, tu vas pas y aller, ou tu vas arrêter d'y aller. Bah c'est ça, si ton médecin te dit il faut absolument que tu commences à faire du sport parce que sinon tu vas risquer ABC, tu vas le faire et tu vas te motiver, tu vas trouver la motivation nécessaire. Mais si tu es déjà à l'aise avec ton corps, mais tu veux juste un peu faire plus de sport parce que tu penses que dans l'année, tu n'en fais pas assez et que ça pourrait t'aider pour être plus concentré sur ton travail, te défouler, être plus à l'aise, là, la motivation n'est pas la même. Donc, encore une fois, c'est à double tranchant. Donc, ouais. Est-ce que tu penses que le contenu qui est gratuit sur YouTube est suffisant en termes de qualité pour vraiment se former sérieusement, ou est-ce qu'il faut forcément passer par du contenu payant, des formations en ligne que tu vas payer, pour avoir des vraies compétences structurées ? Je pense que tu as les deux. Donc, en fait, je pense que le fait d'avoir du contenu gratuit, ça te donne un aperçu de ce que tu vas apprendre, de ce que tu peux développer comme compétences. Tu as 2 types de personnes. Tu as ceux qui vont te dire « Moi, j'ai juste besoin du minimum pour comprendre. » Et par la suite, je vais être capable de moi-même créer mes cours, aller chercher des petits bouts par-ci, par-là, être capable de me faire mon propre cours et par la suite sortir complètement de ce cadre du cours, être capable de faire mes trucs moi-même. Je te donne un exemple. Dans le développement logiciel, il y a des gens qui ne maîtrisent pas des langages, ils vont juste connaître les bases,
ils vont assimiler avec quelque chose qu'ils connaissent ou qu'ils maîtrisent, et par la suite, ils vont rentrer dans le côté créatif. Ils vont commencer à utiliser ces outils-là pour développer. Donc, et après, tu as l'autre catégorie de gens qui, eux, ont besoin qu'on leur tienne la main du début jusqu'à la fin, avec des exercices, quelqu'un qui est là, qui va leur demander de rendre des comptes. Et c'est là où le contenu payant va être plus juste, on va dire, pour ces gens. Donc, encore une fois, ça dépend des gens. Je pense que si si on se prend en main, si on est très responsable, si on est très conscient de ce qu'il faut réaliser comme objectif, on peut partir du contenu gratuit et développer notre propre contenu et ne pas payer. C'est possible aujourd'hui. Parce qu'il y a des cours gratuits, il y a des cours qui sont open source aujourd'hui sur des universités, que ce soit en français, en anglais, n'importe quelle langue. Il suffit d'aller voir l'université de Harvard. Il y a énormément de cours qui sont gratuits. Donc là, c'est les MOOC, là, les MOOC, Massive Online Open Courses, qui en fait, c'est ça. C'est une librairie énorme où est-ce que tu peux accéder à des cours complets, vraiment complets. Il y a des universités où est-ce que les profs partagent leurs slides de cours, les mêmes slides qu'ils vont présenter aux étudiants. Okay. Donc ça peut être aussi un très bon début. Mais encore une fois, il ne faut pas penser que quand on rentre dans une salle, on apprend tout à l'intérieur. On rentre ignorant et on sort expert. Ça n'existe pas. Tu rentres dans une salle juste pour qu'on te donne des concepts, qu'on te fasse réaliser un peu l'importance du cours, des connaissances que tu vas apprendre. Et par la suite, c'est à toi d'aller plus explorer d'autres horizons. Et encore une fois, le cours, c'est juste un outil. C'est pas une fin en soi. C'est juste quelque chose qui va te mettre sur le chemin pour que tu puisses développer des compétences. Donc encore une fois, le cours, s'il n'y a pas de pratique derrière, le cours ne sert à rien. On a tous vécu ça. Je sais pas si c'était ton cas, mais moi, il y a des cours qui m'intéressaient pas. Je rentrais, j'écoutais, je pratiquais pas. Après, quand tu arrives à l'examen, c'est à toi de voir est-ce que j'ai envie d'avoir une super bonne note ou je peux juste me contenter du minimum pour ce cours-là et ne pas aller pratiquer. Donc Ouais, c'est ça. Tu es obligé de pratiquer derrière. On peut parler un peu des métiers créatifs, mais en photo ou en vidéo, même si tu regardes des centaines de tutos pour apprendre à faire des belles photos, si tu sors pas avec ton appareil faire par toi-même des photos, tu vas pas t'améliorer beaucoup plus que ça, tu vois. Et même pareil en vidéo. Donc clairement, connu, il faut faire les deux. C'est connu justement pour la photo et la vidéo. Tu sais, en tout cas, moi, je suis pas un professionnel de la photo et de la vidéo, mais il y a des techniques que j'ai apprises et j'ai pratiqué seulement quelques fois. Et puis après, j'ai arrêté d'en faire en fait. Et quelques mois après, tu dis, ah ouais, comment je faisais ça, je sais plus. Et là, du coup, il faut que tu repasses par la même vidéo. Et tu recommences. Mais encore une fois, si c'était mon métier, je le referais tous les jours et ça deviendrait une technique dans ma poche que j'utiliserais pour un projet ou pour un client ou peu importe. Mais vu que c'est juste pour le plaisir, c'est pas quelque chose que je pratique tous les jours. La connaissance va partir en fait. Mis à part les compétences que tu as développées pour ton métier, est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises en plus dans ta vie personnelle, je sais pas, que ce soit on va dire de la musique, un truc artistique, je sais pas, de la photo, tu disais. Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises et quels outils ou quels sites tu as utilisés pour les apprendre en dehors de YouTube? Ouais, je pense que tu vas te reconnaître, pas seulement toi, mais plusieurs personnes vont se reconnaître dans mon témoignage. Mais moi, je suis du genre à vouloir tout apprendre. C'est fatigant en fait. C'est un peu pareil. Je commence seulement à réaliser que c'est fatigant, que c'est épuisant. Chaque truc qui sort, t'as envie de savoir c'est quoi, t'as envie de savoir comment ça marche. Moi, mon problème, c'est que j'ai envie de savoir comment c'est fait, comment c'est câblé, que je puisse reproduire la même chose. Et je le fais pour n'importe quoi. Et ce qui fait que je peux passer un temps fou sur un truc qui n'a aucune valeur, genre qui demain, dans mon quotidien, va m'apporter zéro valeur. Juste le fait de dire, c'est comme un jeu vidéo, là, genre Achievement Unlock. Et donc, ok, j'ai réalisé quelque chose. Super, après tu vas te conserver pour faire quoi? Aujourd'hui, j'essaie de me concentrer sur des trucs qui ont plus de valeur, là, tu vois. Je donne un exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, les étagères, je rigolais pas, là. Je suis en train de faire un projet à la maison où est-ce que je vais apprendre comment faire des belles étagères stables, esthétiquement belles et tout ça. Donc, il y a énormément de vidéos sur Internet, des gens qui te montrent exactement les bons outils à utiliser, les bonnes métriques à utiliser, et ça, tu vois, ça me sert. C'est des trucs qui vont me servir à la maison. L'année dernière, j'avais appris comment faire une jardinière, tu sais, comment j'ai trouvé quelqu'un qui avait exactement la même chose que je voulais
quasiment les mêmes dimensions et j'avais déjà mon design qui était fait, mais j'ai regardé la vidéo 2-3 fois et j'ai changé mon design parce que je trouvais que la personne avait un meilleur design que ce que moi j'avais prévu et là j'ai appris un truc. Mais c'est plus flagrant quand il s'agit de technologie parce que tu peux passer ta vie à apprendre des technologies et tu pourras pas tout maîtriser. Des logiciels, des outils. Et ça peut être, à la longue, ça peut être très fatigant et tu peux passer ta vie à faire ça. Le problème, c'est qu'avec les technologies encore plus, c'est que ça change tous les 6 mois, enfin tous les ans, voire tous les 6 mois, et que si tu commences à apprendre toutes les technologies qui sortent, tu t'en sors plus, et au bout d'un an ou deux, c'est obsolète et ça ne servit à rien ce que tu as appris. Donc il faut arriver à prioriser ce que tu veux apprendre et vraiment choisir des choses qui vont te servir dans la durée, comme du bricolage. Je pense que ça pourra te servir encore pas mal d'années. Si tu veux créer d'autres étagères plus tard ou si tu déménages et que tu veux à nouveau construire des choses, tu sauras le faire et ça ne sera pas perdu parce que c'est des choses qui vont pas forcément beaucoup évoluer. Je pense que le bricolage, ça reste globalement similaire d'année en année. Mais pour ce qui est technologie, là, c'est différent. Donc en effet, ça peut être un défaut et on est un peu dans le même cas tous les deux, mais de vouloir tout apprendre tout le temps, c'est, comme tu dis, c'est fatigant et parfois ça n'a pas trop d'intérêt en fait. Ouais, exact. Et moi, je peux te dire que dans les dernières années, qu'est-ce que j'ai fait comme truc? C'est incroyable. Et qu'aujourd'hui, je ne maîtrise plus. Alors qu'à l'époque, je suis arrivé au point où je disais, OK, je maîtrise le sujet, je passe à autre chose. Ça, c'était un peu ma façon de faire. J'ai fait ça avec la plongée. J'avais jamais plongé de toute ma vie. J'ai commencé à faire de la plongée. J'ai passé mes certifications. La même chose pour le parachute. J'avais jamais fait de parachute de ma vie. J'ai sauté pour la première fois. On m'avait offert un cadeau. Et dès que j'ai touché le sol, je me suis dit, je veux sauter par moi-même. J'ai passé mes certifications, j'ai sauté, j'ai épuisé le sujet, puis après j'ai arrêté. Ça fait 5 ans que j'ai pas fait ça. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la vie, juste parce qu'on a envie de réaliser un objectif, mais on va toujours, en tout cas moi personnellement, j'ai cette tendance à aller chercher la maîtrise et l'expertise. Alors que des fois, t'as pas besoin de ça, t'as juste besoin de garder une balance entre le bon apprentissage et le plaisir. Et savoir s'arrêter et passer à autre chose. Après, ça, c'est plutôt dans le cas où c'est une compétence, on va dire, qui ne va pas te servir dans ton métier de tous les jours. Mais quand c'est pour ton métier, je pense que c'est bien de quand même viser la maîtrise et l'expertise, non ? Absolument, on est d'accord. Ouais, absolument. Parce que là, si tu apprends plein de compétences, mais que tu les survoles seulement, tu te retrouves à savoir faire un petit peu de tout, mais pas forcément très bien. Et au final, t'es expert de rien du tout, tu vois. Absolument. Et tu vois, ça peut être utile pour certains postes. Par exemple, pour les gens qui font du management, le fait de juste toucher à la surface de plusieurs sujets, ça permet d'être en contact avec les gens, tes équipes, et tu n'as pas forcément besoin d'aller chercher l'expertise. Ça dépend encore une fois. Est-ce qu'on veut être un expert dans son domaine ou on veut être capable de gérer des gens qui sont, eux, experts dans plusieurs domaines. Donc, il y a des sites, des plateformes que tu recommandes. T'as parlé des MOOC et on t'a pas parlé du Udemy, c'est ça ? C'est le seul. On en avait parlé en off, il me semble. Hein. Ouais, c'est le seul que moi j'utilise. Les autres, c'est des gens qui m'en ont parlé. Le LinkedIn Learning, je savais pas que ça existait. Ok, sur LinkedIn, il y a des cours, c'est ça ? Ouais, apparemment c'est quelque chose qui est très utilisé B2B. Edcast aussi, c'est un truc aussi très connu. Et moi, celui que je connais, c'est Udemy, tu vois. Udemy, il m'envoie des trucs Black Friday, promotion sur tel cours. Et là, tu te mets à acheter des cours, tu les mets dans ton panier. Pas dans ton panier, mais dans ton compte. Et tu te dis, un jour, je vais apprendre ce sujet en particulier. Mais Udemy, ouais, je pense que c'est très intuitif, c'est bien fait. Pour les gens, tout à l'heure, tu mentionnais les gens qui ont besoin qu'on leur tienne la main, puis qu'on leur prenne la main et qu'on aille étape par étape avec eux. Je pense que Udemy, c'est très bon. Je pense que je n'ai pas besoin de justifier la réputation d'Udemy. Je pense qu'ils sont assez connus. Ouais, c'est une plateforme assez connue pour avoir pas mal de formations qui sont faites par des gens externes. C'est pas des gens de Udemy qui vont. Ça, c'est vraiment une plateforme qui te permet, si toi tu crées ta formation demain, de la poster sur Udemy et puis que les gens puissent l'acheter ensuite. Donc ça, c'est assez intéressant. Moi, j'ai appris. Alors, il y a assez longtemps quand même. C'était même pas en format vidéo, c'était en format écrit. C'était sur le site du Zéro. J'ai appris le HTML et le CSS.
parce que je ne sais pas pourquoi à cette époque-là j'avais envie d'apprendre à faire des sites internet et à coder. Et puis il n'y avait même pas tout ce qui était Wix et tout ça, ça n'existait pas à ce moment-là. donc en fait j'avais appris ces langages-là et c'était même pas en format vidéo, mais tu vois, juste le fait d'avoir la curiosité d'apprendre sur internet, de passer des heures et des heures le soir à lire des pages web et à faire en même temps mon petit site internet, je trouvais ça intéressant. Et c'est comme ça que j'ai appris pas mal de choses. Et j'ai gardé cette habitude-là, mais en effet, le truc, c'est que c'était juste pour m'amuser, mais pour les gens qui voulaient maîtriser encore plus, je pense qu'après, il fallait aller soit sur des écoles ou alors creuser un peu plus le sujet, payer des formations pour développer ces compétences-là. Mais la preuve, j'ai encore des bases de HTML et CSS qui me restent, alors que ça fait peut-être 10 ans que j'ai commencé à apprendre ça. Et c'est cool, tu vois. Ça sert quand même d'apprendre sur Internet. C'est intéressant. Ouais, tout à fait. Je pense que... Mais le site du zéro, c'était excellent à l'époque. C'est devenu Open Classroom depuis, il me semble. Ouais. Et tu vois, moi, je me rappelle très bien qu'en tant qu'étudiant, j'allais sur le site du zéro pour aller chercher des concepts. Il y avait un forum aussi, et puis des fois, il y avait des gens qui posaient des questions. Il y avait même des gens qui mettaient leurs exercices complètement là-bas pour avoir de l'aide. Ouais. Non, je suis pas allé voir le site depuis que c'est devenu Open Classroom, mais je peux te dire que je l'ai beaucoup utilisé pour le développement. Les gens qui nous écoutent et qui font du développement, ils connaissent bien évidemment Stack Overflow, que tout le monde considère un développeur de plus dans l'équipe. En fait, le fait d'avoir Stack Overflow, c'est un forum où est-ce que il n'y a pas une question que tu vas chercher et qui n'a pas déjà été abordée. C'est incroyable. Ouais. Et Stack Overflow aujourd'hui, c'est utilisé pour justement évaluer les compétences des développeurs. C'est quoi les langages les plus utilisés? C'est quoi les tendances? Seulement en analysant en fait les questions posées par les développeurs. Okay. Mais tu vois, moi YouTube aujourd'hui, je pense que c'est ma source numéro 1 quand je cherche quelque chose. Si je pouvais aller regarder mon historique et regarder le nombre de fois que j'ai mis how to, commencer une phrase sur YouTube, c'est incroyable. Je cherche plus sur Google maintenant. À chaque fois que je veux quelque chose, j'ai besoin de la voir. Je préfère une vidéo de 30 secondes rapidement qu'un long texte qu'au final quelqu'un en bas va dire non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. La vidéo, 30 secondes, 1 minute, regarder le truc. Donc moi je suis très féru de ce genre de vidéo là, 1, 2, jusqu'à aller 4-5 minutes. Parce que c'est surtout que tu as la preuve en vidéo que ça marche en fait. La personne le fait devant toi, te montre que c'est comme ça qu'il faut faire et puis c'est terminé, tu vois. C'est ça. Donc c'est cool. Concis, précis, rapide, parce que plus 5 minutes, les gens regardent pas. Et je trouve que... Après, ça dépend de la compétence. Je pense qu'une étagère, ça met plus de 5 minutes. On est d'accord. Non, mais bien évidemment, ça dépend des compétences. Mais je veux dire, mon réflexe premier maintenant, c'est aller directement sur YouTube puis chercher tout de suite le truc. Ok. Donc, Et ça t'est déjà arrivé de regarder plusieurs vidéos d'une chaîne YouTube, de te rendre compte que cette personne-là proposait une formation plus en détail payante sur son site internet et d'acheter la formation, ou ça t'est jamais arrivé? Je ne crois pas avoir fait ça, mais j'aurais pu définitivement faire ça. En fait, j'ai l'impression que maintenant, vu que beaucoup de choses est gratuit sur Internet et sur YouTube, les gens sont beaucoup moins prêts à payer, à donner de l'argent pour apprendre en ligne. Est-ce que tu as la même approche, le même ressenti? Comment tu vois les choses, toi? Je pense que c'est un investissement. Encore une fois, c'est qu'est-ce que je vais gagner une fois que j'aurai payé le montant demandé par le producteur du contenu là. Moi, je pense que c'est vraiment bien parce que ça se démocratise en fait. Là où avant, il fallait s'inscrire à des universités, il fallait passer par des cours en ligne, remplir des formulaires, fallait que tu coches des cases avant de pouvoir accéder à des formations. Aujourd'hui, tout le monde a accès à ces droits-là, à ces formations-là. Donc, je trouve que c'est cool. Je trouve que ça aide beaucoup à ce que les gens développent des compétences, sortent un peu de l'ignorance. En fait, aujourd'hui, il suffit d'avoir Internet chez soi et on peut développer des... On le voit, là, il y a des gens qui sont autodidactes, qui ont lancé des entreprises, des projets de fous, juste parce qu'ils sont partis ils ont vu un concept, ils ont eu le côté créatif de se dire, moi, le concept, je vais l'emmener encore plus loin, parce que j'ai des idées, et ça, c'est cool, ces projets-là. Moi, je suis fan de ces gens qui partent de rien, qui apprennent un minimum, et qui après prennent le truc et puis l'explosent, ils le développent fois 1000, puis ils t'en sortent un truc qui n'existe pas. Je pense que ça s'appelle des startups. Ça doit être ça. C'est un truc pas connu.
Ouais. Donc, Bon, Abdel, juste pour finaliser ce podcast, j'aimerais savoir, toi, on est encore en début d'année 2021. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs cette année d'apprendre certaines choses? Quelles sont les choses que tu souhaites apprendre cette année? Et est-ce que Internet va t'aider à le faire? sur mon Trello, je suis en retard, je pense, de 2 ou 3 ans Ah ouais. sur tous les sujets que j'ai. En fait, pas des compétences particulières, mais j'ai des projets. En fait, je me fixe des projets pour apprendre une technologie. Je sais pas, par exemple, des trucs par rapport au machine learning. Je commençais à faire mon propre Alexa l'année dernière ou l'année d'avant? L'année dernière, ouais. Et développer des trucs dans ce sens-là. Après, Alexa, les API, c'est ouvert. Puis moi, je développais des skills pour Alexa. Et je me suis dit, ça va me servir à faire tel truc. Donc ça, c'est un projet. Deuxième projet, ça peut être un autre sujet. Et puis là, je vais aller chercher la compétence. Mais encore une fois, j'ai juste le week-end pour travailler sur ces projets. Donc c'est un peu difficile de faire avancer ces projets assez rapidement. Mais la liste est là. Donc à un moment donné, si le sujet n'est plus à jour, je vais juste le barrer, l'enlever. Puis il y a bien évidemment plus d'entrées sur le tableau que de sorties. Mais tu vois, je te donne un exemple. Faire de la vidéo avec ma caméra. Tu vois, je pratique pas assez. Donc là, je vais le faire 2-3 fois, je vais maîtriser la caméra, les settings et tout ça, tout va bien. Et puis, je vais oublier ça pendant 3-4 mois et les gens me disent, je veux me filmer et faire un truc. Ah ouais, c'est vrai, je me rappelle plus des settings. Donc, un conseil très important que moi j'utilise, je sais pas si ça peut être utile pour les gens, c'est documenter. Moi, je documente tout ce que je fais. Tu vois, j'ai sur mon OneNote, j'ai des sujets. Et à chaque fois que je fais quelque chose que je me dis ça, là, je risque vraiment de l'oublier. Je vais me documenter, je vais mettre le lien vers la vidéo YouTube. Des fois, j'ai même peur que la vidéo n'existe plus. Donc, je vais la télécharger. Et j'en ai plein, là. J'ai une librairie de vidéos de genre par sujet. Donc, par rapport à des compétences que je sais qu'un jour, je vais me dire, ah ouais, je sais plus comment faire ça parce que je le fais pas assez souvent. Et là, tu vois, avec des mots-clés, je recherche sur mon ordinateur et je vais trouver. Donc, documenter, c'est important. Moi, je le dis aux gens dans mes équipes, documenter, c'est la moitié du travail parce que tu apprends, tu vas peut-être pratiquer aujourd'hui pendant 2-3 semaines parce que c'est la tendance. Mais à un moment donné, tu vas maîtriser le sujet, puis le truc va marcher normalement. Mais le jour où ça va tomber en panne, il faut que tu reprennes un peu, il faut que tu reviennes en arrière, que tu dises, OK, comment j'ai fait ça, comment ça marche. Ouais. La documentation aide beaucoup. Donc, documenter, utiliser, il y a plein de tools qui existent là. Je pense que tu en as déjà parlé. Notion, OneNote, ça peut être juste des... Tu vois, moi, moi j'utilise Google Keep comme mon application de notes personnelles. Là. Et j'ai des trucs techniques dedans, là. Pas juste la liste des courses, j'ai des trucs techniques, Je donne un exemple très simple. À chaque fois que je veux vider la cache de mon Chrome, je me rappelle jamais du shortcut pour faire ça. Alors, je vais sur mon Google Chrome et je cherche Refresh Cache, puis ça me dit, OK, c'est Command Shift, machin, je me rappelle plus, mais c'était quoi là? Command Shift R, et puis là, j'ai la commande. Si je l'ai pas documenté, faudrait que j'aille refaire la recherche, que je la trouve, et puis... Ouais, ok. Moi, ce que je fais pour toutes les vidéos YouTube, parce que j'en consomme beaucoup, c'est dès qu'il y a une vidéo intéressante, par exemple sur un logiciel que je souhaite apprendre ou une compétence en particulier, je crée une playlist. Par exemple, là, j'essaie de m'amuser un petit peu avec un logiciel de mixage audio. Eh bien, je me suis créé une playlist sur YouTube privée avec le nom du logiciel. Et dès qu'il y a une vidéo que je trouve super intéressante sur le sujet, que je sais que je vais vouloir y revenir à un moment donné, plutôt que d'éviter de la chercher 3 heures sur YouTube, je la mets dans ma playlist et je vais y accéder rapidement. Et ça, c'est hyper pratique parce que, par exemple, si je veux apprendre la musique, je vais me faire une playlist apprendre la musique et puis toutes les vidéos intéressantes, je vais les mettre de ce côté-là. Ça me fait un peu mon cours en ligne. Alors même si c'est via des personnes différentes, il y a des thématiques qui vont m'intéresser, soit selon les instruments, soit selon le degré de compétence, etc. Et c'est comme ça que je me fais ma bibliothèque de vidéos en fait. Je reste dans l'environnement YouTube, j'ai mes playlists qui sont là et c'est assez pratique. Je trouve que c'est bien parce que j'imagine la playlist elle est spécialisée donc elle a un nom très significatif. Ouais, bien sûr. Alors que moi j'ai une seule liste qui s'appelle je pense Learning ou To Learn. Et à chaque fois que je vois un truc, je coche, et puis ça s'accumule. Donc, Ouais, non, moi, du coup, j'ai pas mal de playlists parce que selon les thématiques, je les ai toutes créées. Mais au moins, dès que je veux apprendre un truc sur, je sais pas, la photo, je vais dans ma playlist photo. Dans un truc musique, je vais dans ma playlist musique. Et je retrouve toutes les vidéos. Alors, il y en a pas forcément beaucoup dans toutes les playlists, mais au moins, il y a les plus intéressantes que j'ai remarquées et que j'ai mis de côté, tu vois.
Ça t'évite de te retrouver avec une liste comme moi, 1500 vidéos, je pense, ou 1600 vidéos Ouais. pour... Pour le coup, je sais pas si c'est très très pratique. Ouais, je pense 20 ans de vidéos là pour apprendre. Mais je pense que le point, c'est vraiment essayer de calibrer l'apprentissage par rapport aux besoins et pas juste apprendre pour apprendre. Ouais. Parce qu'on est passé de l'apprentissage, fallait que tu rentres dans une salle pour apprendre, à aujourd'hui, je peux apprendre n'importe quoi depuis mon ordinateur, mon téléphone, ma tablette. Et là, il faut que tu sois capable de gérer un peu le côté apprentissage et le côté personnel pour pas non plus que tu passes ta vie à apprendre des trucs qui vont pas te servir. C'est pas comme... Sans oublier de pratiquer. Ouais, c'est pas comme de la culture générale. Ça, c'est bien, ça te permet de connaître un peu le passé, l'histoire et tout, mais les technologies, faut vraiment cibler ce qu'on a besoin d'apprendre. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire par rapport à ça. La formation sur Internet, c'est quelque chose d'assez formidable, mais il faut l'utiliser à bon escient. Il faut se motiver. Et alors, il faut être curieux pour commencer à apprendre, mais il faut garder la motivation pour continuer de développer la compétence et ensuite la pratiquer. Donc c'est un mélange de curiosité et de rigueur. Pour les personnes qui nous écoutent, si vous avez appris des compétences grâce à Internet, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et via quelle plateforme ? Est-ce que c'est via YouTube ou est-ce que c'est via des sites en particulier ? Est-ce que vous avez des références à nous conseiller ? On est toujours intéressé par ce genre d'informations. On espère que ce podcast vous a plu et d'ici le prochain, on vous dit à très vite dans votre poche.